Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le LG G Flex. C'est un appareil qui a été annoncé en octobre, qui est disponible depuis novembre. Actuellement, vous pouvez le trouver en France, dans le commerce. Je parle les prix tout de suite. Vous pouvez le trouver à partir de 680, 690, voire plus. Ça dépend chez qui, notamment à la Fnac où c'est très cher actuellement. C'est déjà très cher de base, il est déjà très cher à la base. Mais à la Fnac, il est encore plus. Je crois qu'il tape les 800 €. Enfin, un truc comme ça. C'est incroyable. Et vous l'avez également chez Orange à 229 €, qui a un prix qui inclut une ODR de 100 €, bien sûr avec forfait. Donc c'est un appareil qui est cher. C'est un appareil très très haut de gamme. Et c'est un appareil de type phablette, où il y a énormément de trucs à dire, donc je ne vais pas perdre de temps, on est parti. Alors, déballage, une belle boîte en courbe, vous savez pourquoi, c'est pour aller avec le terminal qui est lui-même en courbe. Je vais enlever les petits plastiques, on a, hop, une petite notice, un bloc secteur, câble USB, micro USB, des écouteurs qui s'appellent QuadBeat 2. C'est du intra-auriculaire qui est plutôt pas mal. Et là, on a un petit outil qui permet tout simplement d'accéder au tiroir de la SIM. Puisqu'on n'a pas de... déjà d'un, la batterie n'est pas amovible. Et de deux, on n'a pas la possibilité de mettre de micro SD. En parlant de specs, on va rentrer dans les specs tout de suite. On tourne sous Android 4.2.2 pour l'instant. Donc, on est sur un appareil qui est sorti maintenant, qui est très récent, mais qui ne tourne pas sous KitKat. C'est un petit peu dommage, mais oui, c'est un peu dommage, point. Il va sûrement passer sous KitKat, mais là, je sais pas. La mise à jour n'est pas encore déployée. C'est un écran 6 pouces, semi-flexible, avec un design en courbe. Mais c'est un écran 6 pouces, donc c'est ce qu'on qualifie de phablette, en gros. C'est un écran de résolution 720p, on n'a pas du Full HD malgré la taille de l'écran. Donc ça fait partie peut-être des points négatifs, même pas peut-être. C'est une petite résolution par rapport à la taille de l'écran, ça lui fait une densité de pixels de 245 ppi, donc on est en dessous de la barre, entre guillemets, symbolique des 300, qui fait que on voit quand même un petit peu le... Bon, on va parler de l'écran plus tard, vous inquiétez pas. Il est protégé par Gorilla Glass 2. On a 32 Go de mémoire interne, ce qui est pas mal. On n'a pas la possibilité de mettre de micro SD. 32 Go, ça devrait vous suffire quand même, hein. Sans la possibilité de mettre de micro SD, bon, ça peut être bien d'aller plus loin, mais pour le coup, vu que c'est un design qui est pas... Voilà, on peut pas enlever la coque arrière. Ils auraient pu mettre quand même des slots sur les côtés vu la taille de la bête. Mais bon, peu importe, c'est 32 Go et c'est quand même pas si mal. On a un appareil photo 13 mégapixels. J'allais oublier la RAM juste, normalement je le mentionne juste avant, mais 2 Go. Donc plutôt équipé en termes de RAM. 13 mégapixels à l'arrière. Un flash 2,1 mégapixels à l'avant. Un flash LED. Il filme en 1080p. Et également en 1080p 60 fps. Et également en UHD 4K. C'est du 3840 par 2160 et c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant pas pour tout le monde, mais bon, on va en parler. Que dire de plus? Il a une batterie de 3500 mAh, plutôt conséquente donc, et il tourne sur un chipset Snapdragon 800 de chez Qualcomm. C'est du quad-core 2,26 GHz, donc c'est un plutôt gros chipset, plutôt gros processeur. Bon, côté design, il y a beaucoup de trucs à mentionner. C'est un appareil qui est grand, 6 pouces, c'est grand, mais dont les bordures sont plutôt fines, hein. Vous l'avez vu ici, quand l'écran était allumé, voilà. Juste là, c'est des batteries. Des bordures fines. C'est un appareil qui est incurvé de cette façon-là, qui est semi-flexible. Alors, en fait, c'est pas l'appareil qui est semi-flexible, c'est l'écran qui est semi-flexible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le tordre légèrement comme ça. Ça lui confère quoi finalement? Alors, il y a plein de trucs à mentionner, mais en gros, le côté semi-flexible, ça lui donne un aspect... Ça lui permet de faire cette courbe, bien entendu. On va parler de ça, bien entendu. Mais ça lui donne aussi un petit côté un peu plus résistant, parce qu'on se dit qu'effectivement, quand il tombe, au lieu de se briser à cause de la rigidité de la plaque, il va avoir tendance à se tordre. Maintenant, on n'a pas eu l'occasion de le tester, on va pas le tester, on va pas tester de le jeter dans tous les sens, cette fois-ci. Mais a priori, ça lui donne ça. Après, on a aussi le Gorilla Glass 2 qui vient compléter sur l'écran. On va parler de l'arrière après. L'arrière, il y a aussi un côté un peu résistant. Donc ça, c'est pour cet aspect-là. Et on parlera ergonomie juste après avoir fait le tour du design.
on a un petit truc qui est sympa, je trouve, d'un point de vue purement design, c'est ce petit effet miroir en fait qu'on a, qui se voit peut-être pas très très bien, mais hop, voilà, vous voyez à peu près, toc, ouais, sur ce gris en fait qui a un petit effet miroir et qui est assez agréable esthétiquement parlant. Honnêtement, c'est un bel appareil. Après, c'est vrai que le côté en courbe, ça plaira pas forcément à tout le monde, même si c'est très original. Mais esthétiquement parlant, vraiment sur juste ce point-là, c'est plutôt joli. Caméra frontale, capteur, sortie audio, le grand classique là-haut. En dessous, on a juste le logo LG, puisque les touches sont intégrées dans l'interface, comme sur de plus en plus d'appareils. Tranche droite, on n'a rien. Là, ça nous permet de vraiment bien voir cette courbe, qui est quand même bien marquée. Hein. On n'est pas comme sur... C'était lequel? C'était le Nexus... le Galaxy Nexus, qui était légèrement incurvé également. Mais c'était pas du tout le même genre de truc. Hein. Là, vraiment, on est sur quelque chose de très très incurvé. Là, on a le slot pour la SIM, c'est de la micro SIM. Sur le dessus, on n'a rien à part un micro secondaire. Micro principal est en dessous. Voilà. Micro USB, jack, hein, tout est en dessous. C'est pas ce que je préfère dans la mesure où vous avez tous les câbles qui tombent là et qui peuvent gêner votre main, mais... ça peut aussi être très pratique de tout regrouper sur un côté pour pas avoir un câble par là, un câble par là. Bon, voilà, ça va dépendre de vos goûts là-dessus. Moi, je pense que ça dépend des préférences. Et à l'arrière, alors déjà, premier truc, c'est que c'est une coque qui accroche pas mal les traces de doigts et qui a tendance à vraiment attirer la poussière. J'ai passé mon temps à le nettoyer pour essayer qu'il soit propre. Et bon, là, on voit encore quelques traces. On a l'appareil photo 13 mégapixels, un capteur infrarouge pour utiliser le terminal comme télécommande. Avec la télé, on en parlera un peu après, le flash LED et les fameux boutons comme sur le G2. On a des boutons à l'arrière. Ils ont été légèrement retravaillés. Est-ce que j'ai mon G2 sous la main? Oui. Toc. Bon, là, il y a une coque à l'arrière du G2, mais en gros, vous voyez, la différence principale, c'est cette petite bosse au niveau des points ici de boutons de volume. Qui fait que vous pouvez mieux les localiser avec le doigt. Alors là-dessus, la remarque va être la même que sur le G2. C'est quand même pas si mal les boutons à l'arrière et c'est compensé par Knock On. Mais je vais parler de l'ergonomie dans une petite minute. Ok, je finis sur le design. Ensuite, là, on a le haut-parleur. Je mets mon doigt là parce qu'il y a numéro de série, hein, vous inquiétez pas, c'est juste pour ça. Là, c'est le logo LG et on voit un petit aspect... petite ligne là que vous voyez pas très bien dans le design. Cette coque arrière a une propriété un peu spéciale, c'est qu'elle s'auto-répare entre guillemets. C'est-à-dire que si vous faites des micro-rayures dessus, eh bien normalement, que ce soit en frottant ou en attendant 1, 2, 3 minutes, elle devrait disparaître. Alors, je ne l'ai pas testé sur celui-là parce que c'est un appareil qu'on m'envoie gentiment et je ne vais pas m'amuser à le ruiner. J'avais testé sur un appareil en démo chez LG lors de son annonce. Effectivement, les micro-rayures ont tendance à disparaître. Les rayures plus profondes s'estompent un peu, mais restent bel et bien visibles. Donc faites attention, c'est pas parce qu'ils s'auto-réparent. Vous allez peut-être être tenté de vous dire, ok, je vais faire des démos à mes amis avec mes clés. Non, non, prenez pas de clés. Les clés, ça fait pas des micro-rayures. Les micro-rayures, c'est les rayures que vous faites pas volontairement. Enfin, de toute façon, vous faites pas de rayures volontairement, normalement. Mais... les micro-rayures, c'est vraiment les rayures qui vont arriver après un usage du quotidien, dans vos poches, etc. Et qui, normalement, devraient s'estomper. Alors après, ça marche, c'est bien. Et je suis très content de voir ce genre de fonctionnalité, de technologie implémentée, moyennant quoi, je pense que ce genre de truc, ça aurait été presque plus intéressant quand même de l'avoir de face. Même si on a du Gorilla Glass 2, on n'est pas à l'abri des micro-rayures. Je peux vous le garantir, j'ai plein d'appareils qui tournent en Gorilla Glass 2 et qui sont plein de rayures, qui ont des rayures. Et c'est généralement des micro-rayures et c'est justement ce genre de truc que j'aimerais bien voir peut-être sur un écran. Je ne sais pas si c'est possible, mais ça aurait été sympa. Bon, ça c'était pour la partie design et spec. On va passer maintenant à l'ergonomie. Alors qui dit appareil 6 pouces dit ergonomie un petit peu compliquée. Et ça on le sait quand on achète un phablette. C'est une constante. C'est un appareil qui est compliqué à prendre en main. Là vous voyez, moi j'ai des mains de bonne taille et pourtant regardez mon pouce, il va galérer pour l'attraper correctement, enfin pour manipuler l'écran. Alors à une main déjà de toute façon,
Bon, on oublie, hein, globalement, vous pourrez faire quelques petits trucs en bas de l'interface en le tenant un peu comme ça. Si vous êtes dans le train, que ça bouge un peu, vous allez le faire tomber, enfin voilà. Ce genre d'appareil, ça s'utilise à deux mains, généralement. Même si vous pouvez quand même essayer de manipuler un peu une main, mais c'est pas évident. Ça, c'est pour la première chose. Ensuite, on a Knock On, qui est ce système-là. Voilà, vous l'avez vu. Comme sur le G2 et la GTAB 8.3. C'est pratique, ça compense en fait le fait qu'il y ait le bouton à l'arrière. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à chaque fois le bouton à l'arrière pour activer et désactiver l'écran. Mais moi, j'ai constaté les mêmes problèmes que sur le G2, à savoir que quand l'écran en fait est allumé, je vais vous montrer ça. Ça marche dans quasiment 100% des cas. Voilà. Quand l'écran est éteint, c'est très aléatoire. Et là, je ne sais pas du coup ce qui va se passer. Bon, là, j'ai eu un coup de chance, presque. Ah, là, ça n'a pas marché. Ah, là, ça a marché. Ok. Ah, ça n'a pas marché. 1, 2. Voilà, ça marche. Ça dépend. Et j'ai fait pas mal de tests là-dessus. Et ça dépend pas forcément du rythme avec lequel vous appuyez. Par exemple, si vous appuyez toujours de la même façon, bah, vous avez vu, les premières fois, il s'est pas allumé. Et il s'est allumé que après. C'est ce genre de truc. Je sais pas comment, voilà, comment ça fonctionne. Pourquoi ils n'arrivent pas à avoir quelque chose de parfait. Chez Nokia, sur certains terminaux, ça marche très bien. Sur le 15-20, j'ai constaté que c'était pas terrible non plus. Donc c'est une techno qui est bien, mais ils devraient essayer de peut-être l'améliorer un peu. Parce qu'au final, vous l'avez sur votre table et ce qu'il faut, c'est qu'il soit vraiment extrêmement réactif là-dessus. Et c'est pas toujours le cas. Donc voilà, bon. Mais c'est quand même une bonne fonctionnalité à avoir sur son terminal. Point de vue ergonomie, je pense que j'ai fait le tour. Hein. C'est un appareil, quand vous le prenez en main, bah, c'est compliqué de le manipuler. On va parler maintenant de l'aspect courbé. Alors l'aspect courbé, et je parle pas de Julien, et c'est pas drôle du tout, mais c'est pas grave. Bon, cet aspect en courbe, honnêtement, j'ai pas mal étudié le truc, je l'ai pas mal utilisé, et je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense. Lors de son annonce, moi je suis resté esprit ouvert, je me suis dit ok, pourquoi pas. J'ai parlé avec LG et ils nous disent quoi? Ils nous disent l'aspect flexible, c'est pour la résistance, c'est vous le mettez dans votre poche, vous asseyez dessus, il ne devrait pas exploser dans tous les sens. Bon, ok. L'aspect courbé de l'écran, c'est censé être pour l'immersion dans les contenus. Vous regardez une vidéo, vous regardez une photo, vous êtes censé avoir une meilleure immersion. Ça, on va en parler un peu plus tard. C'est pas tout à fait de l'argument marketing, voilà, basta. Parce que c'est pas faux qu'effectivement c'est agréable, mais je pense que c'est surtout dû à la taille de l'écran. Et c'est là où c'est compliqué de juger. Il faudrait juger avec un écran, je sais pas, 5 pouces courbé et voir ce que ça donne. Là, on est sur du 6 pouces, même s'il n'était pas courbé, on aurait une bonne immersion dans une vidéo parce qu'il fait 6 pouces. Donc c'est compliqué de juger là-dessus. Mais pour l'aspect en courbe, alors, bon, esthétiquement parlant, ça c'est vraiment une question de goût. Maintenant, d'un point de vue ergonomie, moi je trouve que quand on l'a en main, l'aspect courbé, il permet pas spécialement de bien l'agripper. À l'arrière, en fait, je vais vous montrer avec un autre appareil que j'ai sous la main qui est absolument pas comparable, mais je pense que c'est intéressant. Un appareil comme ça, bon, c'est tout petit, mais vous voyez, c'est en courbe comme ça sur l'arrière, et ça permet d'épouser la forme de la main. La forme de la main, c'est quoi? C'est une courbe dans ce sens-là. Et donc c'est un petit peu plus, j'ai envie de dire, comme le Galaxy Round, que j'ai pas testé encore. Et encore, je pense que c'est trop marqué sur le Round. Mais sur celui-là, la coque arrière ici, elle est légèrement en courbe comme ça, mais c'est surtout cette courbe dans ce sens-là. Et finalement, cette courbe dans ce sens-là, bah, honnêtement, ça sert à rien quand vous le prenez en main. C'est plus perturbant qu'autre chose, je trouve. Après, je dis pas que c'est très choquant quand on l'a en main, ça gêne pas spécialement, mais ça apporte rien d'un point de vue ergonomique. Alors ensuite, ils disent, le côté courbé, c'est pour rapprocher le micro de la bouche. C'est vrai, ça rapproche le micro de la bouche. Et en plus, l'appareil est compatible Voix HD si vous êtes chez un opérateur qui le permet, mais normalement tous le font, si je ne me trompe pas. Donc oui, vous aurez une meilleure qualité. Bon, après, c'est pas extrêmement marquant. Il y a de plus en plus de smartphones haut de gamme. Si vous êtes prêt à mettre 600 € dans un appareil, généralement aujourd'hui, ils vous proposent la Voix HD, ils vous proposent quand même une réduction du bruit ambiant, etc., etc. C'est pas un argument pour moi. Donc on enlève ça aussi. Quoi d'autre?
Non, c'est à peu près tout d'un point de vue argument à proprement parler. Finalement, au quotidien, le côté courbé, bah, c'est pas spécialement pratique. C'est pas rédhibitoire, mais ça apporte rien. Moi, je trouve que tous les arguments, donc tous les arguments d'ELG se valent, mais justifient pas, d'après moi, d'avoir cette courbe en soi. C'était, je pense, plus une façon de dire, regardez, on est capable de faire ça, très bien. Et vous verrez ensuite vous verrez dans la suite du test, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en jeu là-dedans, notamment l'écran, et ça c'est important. Le truc que je veux mentionner, c'est que c'est un appareil qui est fin. Il fait 8,7 mm d'épaisseur. Donc c'est bien. Quand vous le tenez en main, il est fin. Mais ce qui est important, je pense qui a complètement été occulté par beaucoup de monde, mais c'est que finalement, l'encombrement d'un appareil, il dépend pas que de la finesse de l'appareil. Il dépend de la taille qu'il prend, du volume qu'il occupe. Cet appareil-là, il n'occupe pas, pas une épaisseur de 8,7 mm. Il occupe un volume qui équivaut à ici jusqu'à ici. Puisque quand il est dans votre poche, il est courbé. Et il est rigide. Je veux dire, ok, il est flexible, mais il va pas se plier dans tous les sens. C'est un appareil qui j'ai calculé, j'ai mesuré vaguement, c'est à peu près 14 mm. C'est comme s'il faisait 14 mm d'épaisseur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, quand vous le mettez dans une poche, oui, il peut épouser la forme de vos fesses si vous le mettez dans la poche arrière parce que vous êtes un dingue et que vous voulez vous le faire voler. Mais personne fait ça. Donc ça, on va l'enlever. Si vous le mettez dans votre poche avant, vous serez complètement gêné parce que c'est 6 pouces. Et en plus de ça, il est courbé, donc il prend encore plus de place. Dans une poche de manteau, c'est pas non plus très pratique. Donc au final, ce côté courbé, il rend l'appareil plus encombrant. On a déjà un appareil 6 pouces, mais en plus de ça, c'est comme s'il faisait 14 mm d'épaisseur. Parce que, comme je disais, il est tout le temps courbé, quoi. De toute façon, c'est rigide. Ok, c'est flexible, mais c'est rigide. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. C'est un appareil il occupe beaucoup d'espace. Pour pas grand-chose, je trouve. Alors, bon, ça, on a fait le tour de l'aspect courbé. Peut-être je vais revenir au fil du test sur d'autres trucs liés à cette courbure. Si ça justifie en partie son prix, si cette nouvelle technologie fait que le prix est plus élevé, je trouve ça dommage et a priori ça fait quand même partie du lot. Mais bon, ok. On va passer maintenant à l'écran. Alors ça fait partie de l'aspect courbé aussi parce qu'en fait c'est un écran 6 pouces POLED. C'est un autre type d'écran OLED, c'est une variante. Normalement, c'est SM OLED et là on a POLED, ça utilise des molécules plus ou moins grandes. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça me parle pas forcément trop. Et ça vous parlera peut-être encore moins ou plus, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à creuser le sujet. Hein. Mais en tout cas, c'est du POLED. Et le POLED, c'est pas trop utilisé. Et en tout cas, sur cet appareil, j'ai constaté 2 problèmes majeurs. Alors, au-delà de quoi? Au-delà de la résolution, et je vais vous montrer ça tout de suite, la résolution qui est pas très élevée par rapport à du 6 pouces, densité de pixels pas suffisante, on va dire. Ça fait que finalement, vous voyez peut-être sur les lettres. Là, par exemple, sur Quick Remote, on le voit bien, je trouve, à la caméra, mais c'est pas tout à fait net. Ça se voit si vous avez l'habitude d'utiliser un appareil avec une plus grosse densité de pixels. Si vous n'avez pas l'œil habitué à ça, ça vous gênera pas. Mais bon, voilà, c'est quand même un petit peu dommage. Donc ça, c'est le premier truc. Les noirs sont plutôt noirs, comme vous pouvez le voir là. J'ai des noirs ici et c'est assez foncé. Les couleurs sont justes. Là, j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais j'ai 2 soucis majeurs qui font que, honnêtement, si ça tenait qu'à moi, je vais pas personnellement l'acheter. Mais si ça tenait qu'à moi, c'est rédhibitoire pour moi. Le premier truc, c'est quoi? C'est que c'est un écran qui affiche une quantité de bruit, mais que je trouve extrêmement élevée. Je vais vous montrer ça. Voilà, là on le voit. Je vais vous le montrer dans différents écrans, et je vais peut-être m'attarder un peu sur l'écran, parce que, pour moi c'est important, parce que techniquement, pour moi la technologie utilisée sur cet écran, elle n'est pas aboutie. Et ça me fait un petit peu penser, en moins, entre guillemets, grave, à ce qu'on avait sur l'Optimus 3D, où finalement on a un écran 3D et c'est ignoble. Et là, bon, c'est pas ignoble, mais c'est quand même un... Pour moi, l'écran, c'est un échec d'LG. Voilà. Là, vous voyez, on a du bruit. C'est pas dans l'interface. Le bruit, c'est dans le... c'est du bruit qui est sur la dalle. Par exemple, si on se met à regarder sur Internet... Je vais essayer de vous montrer ça ailleurs, ici aussi. Je zoome encore. Ah non, je peux pas trop. C'est beaucoup plus facile de le voir à l'œil nu.
mais on a l'impression qu'il y a une légère texture papier un petit peu. Là, l'écran est plus lumineux que ce que vous voyez là. On le voit également sur les grilles ici. Bon, honnêtement, c'est un truc qui se voit surtout à l'œil nu. J'essaierai de vous prendre des photos plus détaillées pour que vous voyez ça dans le test écrit. Mais ça fait partie des points négatifs de cet écran, c'est qu'il y a énormément de bruit visible. Allez, là j'ai choisi un fond d'écran noir exprès pour foncé pour qu'on le voit pas trop. Mais je sais pas, je vais essayer de peut-être vous lancer d'autres interfaces. Voilà, c'est vraiment des trucs visibles à l'œil nu. Là même en étant... quand je filme, je suis un peu en arrière et je le vois pas trop, donc vous avez pensé peut-être que je chipote parce que vous voyez pas. Essayez, si vous avez la possibilité de voir cet appareil en personne, entre guillemets, bon même en personne, ouais. Regardez bien l'écran et vous verrez que tout est très très bruité et finalement tout ce que vous regardez, vous avez l'impression que ça passe derrière un filtre avec derrière comme si la vitre elle était sale quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Ok, ça c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est qu'il y a un gros problème de, appelez ça comme vous voulez, j'appelle ça rétention d'image. Impression sur l'écran, rémanence d'une certaine façon, c'est le terme technique peu importe, c'est comme, enfin en gros, quand vous laissez des éléments affichés à l'écran trop longtemps, non, même pas trop longtemps, pendant quelques secondes, vous allez constater qu'il reste imprimé en arrière. Ça disparaît petit à petit, mais c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel sur un mobile. Moi personnellement, c'est la première fois que je vois ça sur un mobile, mais je sais que ça arrivait sur les premières générations de smartphones, et voilà, c'est quelque chose qui est normal parce que c'est une nouvelle techno, etc. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il fallait proposer un produit commercial sachant qu'il y avait ce problème-là? Et je suis pas le seul à l'avoir remarqué, donc je vais essayer de vous le montrer. Donc là, j'ai volontairement affiché cet écran-là, et là, vous voyez tout le bruit. Ça, c'est pas dans l'interface, je peux vous le garantir. J'ai affiché ces éléments-là, je suis en luminosité au max. Je peux bien sûr baisser, mais bon, ça changera rien. Donc voilà. Regardez bien juste derrière les carrés qu'il y a ici. Ça se verra partout, mais sur les carrés qu'il y a ici. Ah, ça se voit pas parce que le fond est pas... Ok, je vais essayer comme ça. Vous n'avez pas forcément besoin de laisser afficher longtemps. Est-ce que vous voyez... Bah oui, vous le voyez là. Les petits carrés. Et ça disparaît petit à petit. Je vais essayer de vous le montrer avec aussi l'heure. Ça peut être pratique, comme ça vous avez un rappel de l'heure juste après. Donc là, j'ai l'heure affichée là, on va attendre un tout petit peu. Bon, c'est pas passionnant de vous montrer ça, mais on rentre dans les tests un petit peu techniques et je pense que c'est important. Là, sur le noir, ça reste pas vraiment imprimé. C'est surtout sur les bleus, enfin sur ce bleu-là, ça se voit bien. Et globalement dans l'interface. Enfin, je sais pas, vous allez... Moi, ça m'a choqué très rapidement. Notamment sur les écrans plus clairs. Oups, voilà. Et je sais pas si je vais pas continuer forcément à vous montrer d'autres exemples, mais c'est quelque chose qui, en fait, ça va peut-être pas vous gêner au quotidien, honnêtement. Mais à chaque fois que vous allez le remarquer, ça va vous rappeler à quel point votre appareil que vous avez acheté 700 €, bah il n'est pas abouti. Et moi je trouve que c'est dommage. Et ça, il aurait pas dû être vendu comme ça. Le bruit plus les impressions sur l'écran, pour moi c'est pas extrêmement gênant, mais à chaque fois que vous remarquez ce problème là, ça vous rappelle encore une fois que l'appareil que vous avez, il fonctionne pas très très bien. Et je trouve ça, pour un appareil à 700 €, je trouve ça inacceptable, tout simplement, c'est inadmissible. Donc bon voilà, vous allez peut-être me trouver exigeant, mais quand on paye quand on paye plus de 600 €, plus de 500 € pour un appareil, faut au moins que la base fonctionne et faut que l'écran il soit nickel. Bah, c'est pas le cas sur celui-là. Mais, et pour continuer sur l'écran, je trouve que quand on le regarde de loin, il est quand même beau. C'est un bel écran, les couleurs sont vives, il est assez agréable à regarder. Et je vais vous montrer tout de suite une vidéo du coup, vu qu'on parle d'immersion. Mais je vais vous montrer une de leurs vidéos à eux qui nous mettent... Alors je vais baisser le son parce qu'on parlera qualité du haut-parleur plus tard. Et je vais zoomer un tout petit peu, voilà. Bon, c'est compliqué de se rendre compte comme ça à l'œil nu. Mais honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est des conneries, le fait immersion, etc. » Honnêtement, c'est quand même sympa. C'est sympa d'avoir cet aspect en courbe. Quand vous regardez une vidéo, c'est pas
C'est pas nécessaire, bien sûr. Moi, je regarde des vidéos sur mon Nexus 5 et je trouve ça très, très agréable aussi. Et si j'avais un phablet, par exemple un Note 3, je trouverais ça très agréable aussi. Là, c'est juste que ça rajoute un tout petit quelque chose qui est pas négligeable. Est-ce que ça justifie le prix? Non, pas forcément. Mais bon, tout ça pour vous dire que ouais, le côté immersif, vous l'avez. C'est pas incroyable, mais vous l'avez. Ok, je pense qu'on a fait le tour sur tous ces petits points-là. On va oublier un peu la courbure et l'écran et on va passer réellement à ce que la bête a dans le ventre en termes de logiciel. Alors, écran de déverrouillage, plutôt élégant. Vous le déverrouillez de cette façon-là. C'est assez simple. Vous avez ensuite tout un tas de fonctionnalités que je vais passer en revue tout de suite, lié au multitâche. Donc vous restez appuyé ici, vous avez le multitâche qui s'affiche de cette façon-là. Vous restez appuyé là, vous avez un système un peu à la multiview, multi-window de Samsung, qui vous permet de diviser l'écran en deux. Ça utilise bien l'écran 6 pouces, c'est bien d'avoir fait ça. Et juste pour information, pour ceux qui ont envie de dire oh, ils copient Samsung, etc., je tiens juste à mentionner que cette fonctionnalité multiview, c'est quelque chose qui est en natif dans Android, mais qui dépend uniquement du constructeur, et c'est au constructeur d'activer la fonctionnalité et de la personnaliser. Vous l'avez sur les notes, vous l'avez également sur certains Galaxy S un peu avancés, vous l'avez aussi sur le Hero d'Alcatel, et vous l'avez sur celui-là. Et c'est Alcatel qui m'expliquait justement que ça c'est une fonctionnalité que c'est au constructeur de choisir de l'implémenter et après de la personnaliser bien entendu. Et chaque constructeur peut le faire différemment. Et bien sûr, on ne l'a pas sur des écrans de petite taille parce que c'est pas intéressant. Mais là, on l'a ici, ça c'est plutôt cool. Vous avez également le balayage à 3 doigts qui vous permet de faire du multitâche très rapidement. C'est bien. Moi, honnêtement, j'ai utilisé un G2 pendant quelques mois. Et je l'ai jamais utilisé cette fonctionnalité. Donc ça veut pas dire que vous l'utiliserez pas, hein, je dis pas. Mais juste que, bon, moi j'ai pas estimé que c'était très intéressant. Mais pourquoi pas. Ensuite là-haut, on a les Q-Slide Apps, que vous pouvez désactiver en appuyant sur Oups. Pas sur Oups, ça n'existe pas, Oups. Sur Q-Slide ici. Et ça, ça permet, je pense que vous connaissez, vous êtes familier avec le système, mais ça permet d'afficher une application dans une zone flottante avec possibilité de changer l'opacité, voilà, toc toc. Ça marche bien, et on les a toutes ici, mémo, gestionnaire de fichiers, calculatrice, etc. etc. Ok, là-dessus vous avez Quick Memo qui permet de d'écrire sur l'écran en cours, voilà. Quick Remote, c'est le système de télécommande qui utilise le port infrarouge, que je trouve d'ailleurs assez mal placé. Enfin, je ne l'ai pas testé honnêtement, donc je ne sais pas si ça gêne l'utilisation. Mais pour moi, pour une télécommande, il faut que le port infrarouge soit placé ici. Je pense quand même que le fait qu'il soit derrière, ça permet, si vous êtes comme ça, d'appuyer sur une touche et que ça transmette. Mais j'ai pas testé, ça je peux pas vous le dire, mais je trouve quand même qu'il est bizarrement placé quand on regarde ce que fait par exemple Samsung ou HTC. Ok, donc ça c'est pour Quick Remote, je vais le désactiver. Son, données, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, il est compatible NFC. Et Sync Hotspot, Miracast également, pour faire du DLNA finalement. Et la LED, il y a un truc que j'ai pas mentionné, c'est que vous avez une petite LED de notification là-haut, et vous en avez aussi une derrière le bouton on-off verrouillé, déverrouillé. Et ça c'est plutôt cool, parce que si vous avez l'appareil posé sur le ventre, sur la face, eh bien, vous allez voir la notification, ça peut être sympathique si vous êtes en réunion et que vous voulez être un petit peu discret, ce genre de choses. Je vérifie juste ma liste, multiview, j'en ai parlé, balayage à 3 doigts, j'en ai parlé, donc je pense que c'est bon là-dessus. On va passer très vite dans les paramètres pour voir ce qu'il y a d'un petit peu innovant. Alors vous avez vu, vous avez le tri par différents onglets. Wi-Fi, Bluetooth, partage de connexion, ça bien sûr vous avez, le profil sonore, mode silencieux, sonnerie intelligente, réglage automatique du volume de la sonnerie en fonction du bruit ambiant, voilà, le volume va s'adapter en fonction du bruit qu'il capte. Son, touche et système, bon ça ok, très bien. Écran, ça c'est pas mal, vous pouvez personnaliser comme sur le G2 les touches d'en bas, et moi ça j'aime beaucoup. Cette possibilité là, je trouve que ça devrait être sur tous les terminaux. Vous avez également des thèmes de couleurs. À vous de choisir celui que vous trouvez le plus sympa.
Faites glisser les touches tactiles vers la gauche ou vers la droite pour en ajuster la position. Ah ouais, ok, ça c'est nouveau pour moi. Ça permet de mieux gérer à une main, ok. Et on peut même les masquer dans certaines applications pour faire du full screen. Ok, ça c'est bien, c'est des petites nouveautés. Luminosité automatique, mise en veille. Je regarde juste s'il y a des trucs. Moi j'avais un peu regardé déjà avant, bien entendu. On a tout ce qui est écran intelligent, veille intelligente. Vous savez, mise en pause, etc. automatique. Les notifications qu'on peut gérer ici et choisir. On peut pas choisir la couleur, mais on peut choisir d'activer ou désactiver. Et ça va vous dire à quoi ça va ressembler. Vous avez plein de trucs différents, c'est plutôt chouette. Et voilà, ça c'est correction du rapport d'affichage en fonction des applications. Ça on l'a sur les applications téléchargées. Et zone de capture d'écran. Quand vous capturez l'écran, vous pouvez choisir une zone pour capturer l'écran. Pourquoi pas. Ça j'ai pas personnalisé, mais ça peut être sympa si vous avez envie. Si vous avez un besoin particulier par rapport à ça. Et utilisation à une main pour écran de verrouillage, pour composition de numéros, ce genre de trucs. Multitâche, je regarde juste s'il y a d'autres choses. Non, bah là voilà, il y a les trois modes. Fenêtre double, ça je vous l'ai montré. Mode fractionné également. Taper sur un lien, ouais, ça c'est sur le web, il me semble, en plein écran. Bon, je l'ai activé, on verra si ça activera. Mais ça fait automatiquement le double fenêtre. Et balayage à trois doigts. Et bien sûr, le multitâche classique. Et les queues slide. Donc, niveau multitâche, vous êtes quand même équipé avec cet appareil. Ok, bon. Juste une dernière chose, l'écran ici c'est du classique, hein. Vous restez appuyé, vous pouvez mettre des widgets. Vous n'avez pas beaucoup de widgets personnalisés par LG, proposés par LG spécifiques à cet appareil. Peut-être musique, météo, tous ces trucs-là. Je vous en montrer quelques-uns juste ici. Par exemple là c'est pour l'heure mondiale, la météo, ça c'est un lecteur musical qui est plutôt élégant. Globalement je trouve que c'est plutôt joli, c'est réussi. L'interface est réussie dans le sens où on a des nouvelles icônes, ça c'est vraiment nouveau au G-Flex, on n'avait pas ça sur le G2, qui font un peu cartoon, il y a des gens qui les aiment pas, moi je trouve que ça rend bien. Et puis après niveau thème, ça reprend quand même ce qu'on a sur le G2, mais je trouve que le tout s'accorde assez bien, donc ça me dérange pas spécialement. Vous pouvez également changer de thème si vous avez envie. Mais l'autre, c'est celui vraiment proposé par défaut. Ça ressemble beaucoup plus au G2. Et du coup, je vais repasser dans le mode flex. Vous avez vu, ça s'appelle le thème flex. Ok. Bon, allez. Téléphonie. Moi, j'ai pas constaté de problème particulier niveau réception, qualité du son. Qualité du son, c'est plutôt bien quand même. Il est compatible 4G, 3G plus 4G. Journal des appels, répertoire, favoris. Le répertoire s'affiche de cette façon-là. Et vous avez tout qui s'affiche de cette façon. Il y a un truc à noter, c'est le côté en courbe, ça peut être... C'est un peu surprenant quand vous défilez votre doigt en hauteur comme ça, puisque ça a un mouvement très souple, très fluide. Mais là, c'est vraiment pour entrer dans les détails, ça change pas grand-chose par rapport à un écran plat. Mais c'est un peu surprenant au début. Autre chose aussi, hein, vous avez vu, quand vous appuyez sur l'écran, bah, il bascule. Hein, du coup, ça c'est normal. Le répertoire complet ici. Voilà. Pas d'intégration sociale spéciale. Et là, on a l'application VueTalk. Si vous avez un terminal qui est compatible, vous pouvez discuter un peu comme sur WhatsApp, en fait. Ok. Messagerie classique. Donc avec, vous avez vu, hein, conversation ici qui s'affiche. Ensuite, vous avez un système de bulles. Du coup, on va attaquer direct sur la saisie texte. Alors, ce clavier par défaut proposé par LG, il est pas mal. C'est pas exceptionnel non plus. C'est comme d'habitude avec LG, on n'a pas des... Enfin, je trouve que le clavier est pas toujours terrible. Mais bonjour les amis, ça va. C'est très réactif. Et ça, c'est à savoir. C'est un appareil qui est extrêmement réactif. Tout fonctionne très bien dans l'interface. Et même après, on en reparlera bien entendu. Et là, du coup, quand vous tapez, ça va super vite. L'écran est grand. Et je trouve que, enfin, je veux dire, là, il est bien posé dans mes mains. Et pour taper en portrait, on a de la place. C'est très agréable. La saisie texte est agréable. Si vous n'aimez pas ce clavier, qui m'a semblé moyennement efficace en fonction de ce que vous voulez taper, moi, ce que j'aime bien quand même, c'est la barre ici. Et ça en plus. Ça, c'est pas mal. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours télécharger SwiftKey, Flexi, Swipe, bref. Je vais pas vous les lister toutes, les applications, mais il y en a plein. Et en mode paysage, bon, là ça devient un petit peu plus difficile, mais si vous avez des grandes mains,
Vous pourrez éventuellement tenter de faire ça, mais c'est quand même pas conseillé parce que c'est un peu compliqué. Ok. On va passer dans le menu principal du coup. L'agenda. L'agenda qui a été personnalisé par LG avec un système de multitâches entre guillemets ici, mais qu'on trouve aussi sur d'autres clients. Mais en gros, vous tapez là, vous avez les événements qui s'affichent là, vous pouvez visualiser les jours, la semaine directement sur cet écran ici, monter, descendre ce truc. Voilà, c'est plutôt bien fait. Bien sûr, c'est synchronisé avec tous les services que vous désirez. Donc ça fonctionne correctement. Alarme, horloge. Alarme, minuteur, fuseau horaire, chronomètre, pas grand chose à dire. On va passer du coup dans l'appareil photo. Alors ouais, capturer des photos comme ça avec l'appareil en courbe, c'est plutôt original à tenir. Les bordures sont pas énormes, donc bon, quand vous le tenez, faites attention de ne pas appuyer par mégarde. Mais vous avez un système classique, donc là j'ai un switch là-haut, vous l'avez vu. Vous avez différents modes qu'on avait déjà vu sur le G2, donc je vais pas forcément m'éterniser, mais on a un mode HDR, deux modes de panorama, ça c'est un panorama plus à 360 en forme de globe, enfin de sphère, prendre et supprimer, portrait lissé, un mode automatique, un mode nuit, bon voilà, vous pouvez afficher ça de différentes façons, toc. Vous pouvez prendre des clichés en 13 mégapixels, tout ça c'est à configurer dans les paramètres, j'aime bien ce mode là de sélection des paramètres, c'est plutôt bien fait. Automatique manuel, ça j'aime bien, la mise au point manuelle pour moi c'est top, hein. C'est assez rare d'ailleurs de le trouver, donc ça c'est plutôt chouette. Luminosité, capture vocale, si vous voulez dire cheese pour prendre un cliché, vous pouvez le faire, et moi je vais pas le faire. ISO, balance des blancs, effet de couleur, etc. etc. Son, vous êtes obligé d'en avoir un, ça je crois que c'est... chaque fois que j'en parle, je suis même pas sûr, faudrait que je vérifie un jour, mais je crois que légalement c'est obligatoire. Et tac, non, on a fait le tour ici. Vous pouvez faire la mise au point sur une zone, vous pouvez prendre votre cliché rapidement, il est réactif. En vidéo, alors, vous pouvez filmer en UHD, donc c'est 3840 par 2160. C'est très élevé comme résolution, c'est ce qu'on appelle le 4K. En gros, c'est 2 fois la largeur, 2 fois la hauteur du Full HD. C'est bien. Après, il y a plusieurs problèmes à ça, moi je trouve. Enfin, d'un, c'est il faut pouvoir l'apprécier sur un écran compatible. Et moi, j'ai fait des vidéos en 4K sur mon ordinateur qui est quand même balèze, fixe. Ça tourne assez mal. Parce que c'est des vidéos qui sont pas habituelles. Les lecteurs vidéo sont pas encore trop capables de comprendre la 4K. Et ça marche pas très bien. Donc, honnêtement, c'est bien de l'avoir pour le futur. Mais moi, je vous conseille très largement de filmer en Full HD. Si vous voulez pouvoir bien partager vos trucs. YouTube est compatible 4K, mais c'est pas très bon. Je crois que c'est pas exactement de la 4K même. Bref. Donc voilà, mais vous pouvez filmer en Full HD 60 fps, c'est très très bien. Et la qualité est top. On reviendra là-dessus sur la qualité d'ailleurs un peu plus tard. C'est à peu près tout. Oui, non, il y a un dernier petit truc. Vous avez un mode anti-secousse. Je crois qu'il n'est pas compatible. Full HD. Ah voilà. Full HD, si c'était pas compatible UHD, ni Full HD de 60 fps, et là vous avez un mode anti-secousse, c'est du logiciel. Je repasse, hop, là-dedans, vous pouvez filmer comme ça, vous avez un autofocus qui se fait, vous avez l'audio zoom, vous zoomez sur une zone, avec, voilà, de cette façon-là, je sais plus exactement comment ça marche, si, voilà, c'est ça. Vous zoomez sur une zone, et ensuite vous avez la possibilité d'amplifier le son d'où ça vient. Ça marche pas toujours très très bien, mais à tester pourquoi pas. Vous pouvez capturer une photo pendant que vous filmez, mettre en pause. Différents modes. Déformation de visage, vous avez double enregistrement et zoom de suivi. C'est des trucs qu'on avait déjà vu sur le G2, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Ok. On va passer du coup à la galerie, elle est un peu plus bas. Je vais quand même passer dedans parce que c'est dans la suite des choses. Oh, il a lu mon fichier tout seul. Alors par rapport à ça, bon la galerie c'est une galerie classique, hein, vous l'avez vu, rien d'exceptionnel, vous prenez vos photos, le rendu est plutôt chouette, et c'est assez agréable honnêtement un écran comme ça pour visualiser des clichés, quand vous allez montrer vos photos à vos amis, ils vont être ébahis, ils vont vous dire c'est incroyable. Donc voilà, ça c'est plutôt bien, vous pouvez les partager, vous pouvez également lancer un diaporama, faire des rotations. Puis après, vous pouvez télécharger des logiciels tiers, des applications tiers si vous voulez effectuer plus de modifications sur une image. Ça, c'est quelque chose que, voilà. Je pense que vous êtes familier avec ça.
Donc ok, niveau DivX, normalement il n'y a pas de souci. Voilà, lecteur vidéo en 2 mots, hein, vous avez la possibilité d'ajuster le volume comme ça, la luminosité comme ça, vous avez différents modes, là, plein écran, taille originelle, ouais, le volume, là ici vous avez le mode Q-Slide, enfin bref, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, le mode, la vidéo c'est simple. Alors, côté photo et qualité, en 2 mots, j'ai lu dans des reviews que c'était pas terrible. Et honnêtement, moi je trouvais ça plutôt correct. Même voire très bien en fait. Donc voilà. Après ça va dépendre peut-être des exigences que vous avez en photo vidéo, mais vous regarderez les échantillons et vous regarderez la vidéo que je mettrai sur YouTube. Mais moi je trouve pas ça mal. Alors là c'est 2 jours. J'ai pris ce cliché là. Bon, en zoomant, bien sûr, c'est pas terrible, mais je trouve que l'image, les couleurs sont respectées, tout est correct, ça me semble tout à fait correct. Vous avez un zoom numérique qui a un traitement qui doit être assez bien, parce que honnêtement, là, je suis en zoom max, déjà, normalement, je zoome assez, ça zoome plus que la majorité des smartphones, pas, je parle pas des Lumia, etc., mais des smartphones Android, et la qualité de sortie bah, est pas si mal, on peut quasiment le lire. Bon, là, il y a écrit café-restaurant. Bon, ouais, vous pouvez le lire, vous. Moi, de près, c'est un peu plus difficile, mais voilà. Et ça, normalement, c'est pas possible. Donc, je sais pas. Moi, je trouve ça pas mal. Ça, c'est le mode panoramique qui rend assez... C'est assez amusant, en mode panoramique sur cet écran en courbe. C'est plutôt sympa. Le seul problème, c'est que le mode panoramique sort des clichés qui sont un petit peu... Et on sent un surtraitement et qui est pas très agréable. Ça se voit pas là parce que c'est vraiment pas zoomé, mais si je commence à zoomer, bam, vous voyez direct. Hein. C'est pas terrible. Ça fait des contours noirs comme si c'était dessiné à la craie. C'est bizarre. Ok. Ensuite, de jour, désolé, je dois revenir en arrière. Je trouve de jour en bonne lumière. Eh ben écoutez, moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Les couleurs sont respectées. Ça, c'est vraiment les couleurs que je vois à l'œil nu. Je peux zoomer. Je vois quand même pas mal de détails. Donc ça, c'est top. Pour moi, c'est bien. Le mode macro est bien. La balance des blancs est respectée ici. Là, je suis en mode macro. Voilà quoi. Moi, je trouve que ça, honnêtement, je trouve qu'il est plutôt bon en photo quoi. Voilà. Donc bon, à vous de voir ce que vous en pensez. Regardez les clichés. Et là, c'est de nuit avec le mode automatique qui a une grosse optimisation de base. Alors bien sûr, ensuite, on perd beaucoup en détail, mais si vous bougez pas, bah, vous pourrez avoir des clichés qui sont relativement nets et assez éclairés. Et donc je trouve ça pas mal. Et ça, c'était même pas avec le mode nuit. Pareil, le focus se fait sans trop de soucis. Là, on a l'impression qu'il fait jour, hein, mais je vous assure que c'était pas le cas. Et là, on a le flash LED. Alors, flash LED, c'est comme d'habitude, c'est pas terrible. Mais c'est moins. Ah non, c'est quand même pas terrible. J'allais dire, c'est plus uniforme que sur certains flash LED, mais c'est pas forcément le cas. Je vais pas extrapoler là-dessus. C'est pas terrible. En vidéo, je trouve ça pas mal. Alors, le zoom, bon, ça passe plutôt correctement. Attendez. Voilà. Mais le focus automatique se fait bien. Je vais m'en rapprocher un peu normalement. Parfois prend un petit peu de temps, mais vous pouvez y aller au doigt. Ça aide à ajuster ça. On a des bons contrastes. J'ai regardé ça sur mon ordinateur aussi. Hein. Là, on passe avec l'écran. Pardon. L'écran du terminal. Je vais juste vous montrer un dernier truc. Voilà, ça c'est de nuit. C'est bien sûr plus brouillé, le focus se fait plus difficilement, mais ça reste envisageable. Donc, et le son est pas mal. Le son des voix est pas non plus mauvais. C'est moins marqué. Je sais pas si vous avez consulté mon test du Nexus 5 et du G2, mais d'après moi, c'était quasiment le même composant et même traitement au niveau du son, de l'enregistrement sonore, et c'était pas terrible. On avait une tentative de réduction du bruit qui faisait que ça rendait très étrangement, notamment au niveau des voix. On avait l'impression d'être dans un aquarium, c'était bizarre. Là, on l'a quand même un petit peu encore, ce bruit, cette impression. Écoutez l'échantillon et vous verrez.
mais c'est moins marqué, c'est quand même plus agréable. Donc grosso modo, je dirais que le G-Flex, il s'en sort pas mal du tout en photo et vidéo. Même moi, je trouve ça très bien. Donc voilà, après ça, voilà, vous allez peut-être lire d'autres reviews qui diront que ils trouvent ça différent, enfin, qu'ils ont un avis différent. Regardez les échantillons, jugez par vous-même. Moi, je trouve ça bien. Voilà, c'est mon avis. Et comme c'est mon test, bah, vous avez mon avis. Ok, calculatrice, pas grand-chose à dire. Le carnet, c'est un... Bon, ça on le connaît, hein, mais c'est la possibilité de prendre des notes, c'est réactif, ça marche bien, c'est du 6 pouces, c'est parfait. On va pas s'éterniser là-dessus. Vous avez aussi un mode mémo ici, qui permet de prendre des notes purement écrites. On va passer sur le web. Alors 6 pouces, réactivité. Honnêtement, ça fait un combo qui est plutôt chouette pour Internet. Donc là, je suis en Wi-Fi. Hop. Le côté en courbe, bon, je sais pas si on peut dire qu'on a une meilleure immersion dans le site Internet. Pas vraiment, mais c'est vrai que quand on défile, il y a un côté amusant parce que c'est la courbe, mais ça change pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est la réactivité, qui est très très bonne. Vraiment très très bonne. C'est un appareil qui est très costaud. Et ça, c'est top. Et l'écran est réactif aussi. Et l'écran est quand même réussi. Enfin, je veux dire, pardon. Vous avez un 6 pouces avec beaucoup de place. Et malgré la densité de pixels qui est pas très élevée, vous arrivez quand même à lire à peu près les textes. Et puis vous pouvez zoomer sans problème. Enfin voilà. Vous avez beaucoup de place. Et c'est très réactif. Ça marche bien. Je vais cliquer sur un lien. On va essayer de regarder ça. Voilà, bon là je suis en Wi-Fi, ça charge plutôt vite, mais comme il est compatible 4G, vous n'aurez pas de soucis là-dessus, vous restez appuyé, vous faites des copier-coller, enfin bon. Je ne vais pas m'éterniser sur le web, ça marche très très bien, pour moi c'est un appareil extrêmement confortable pour consulter vos sites internet préférés, que ce soit avec Chrome ou avec ce navigateur là, qui est proposé de base dans Android. Ensuite, vous avez LG Backup qui permet de faire des sauvegardes planifiées et des transferts rapides, mais également de restaurer des données. LiveSquare, je sais même plus ce que c'est. Excusez-moi, là je tombe dessus. Mais ouais, c'est si on l'avait sur le G2, c'est un truc qui permet tout simplement de suivre votre vie au quotidien, mais j'ai pas envie de le faire. Je vous invite à regarder le test du G2, j'en parle dans le test du G2. Messagerie, on a vu, la météo, c'est la météo. Ah, toc. Lecteur musical, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Vous avez les différents tris ici, vous avez les contrôles musicaux en bas. Hein, peut-être pas le plus intéressant des morceaux. Ok, là j'ai la pochette qui s'affiche en fond, il y a un petit bug, mais ça vous aurez la pochette. On a un lien YouTube qui permet de faire une recherche sur, sur le titre et le nom de l'artiste, etc. Voilà. Là j'ai la gestion du volume, shuffle, répétition. Là on a le mode Smart Share, c'est pour le DLNA. Annuler, pause, play. Effet audio, donc égaliseur, pardon. Playlist en cours. Ensuite, on peut contrôler à partir d'ici. Ok. Ah, excusez-moi. Voilà. Vous avez également ça. Ou également ça. Pardon, ça marche mieux comme ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Vous avez aussi la possibilité de contrôler la musique par ici. Donc vous avez plein de possibilités pour contrôler la musique. Je pense à un truc qui a rien à voir. J'y ai pensé, donc je le mentionne là. Désolé, c'est un peu hors sujet. Mais si vous restez appuyé longuement sur le bouton volume moins quand l'écran est verrouillé, vous lancez appareil photo. Et je crois que quand vous faites la même chose avec le volume plus, ça fait, je crois, mémo. Ouais, c'est cette histoire de mémo là. Voilà, c'est tout. C'est complètement hors sujet, mais au moins, si vous avez regardé la vidéo dans son intégralité, vous avez toutes les infos. Play music aussi, si vous voulez. Et ah oui, dernier truc, la qualité du haut-parleur. Bon, bref,
Le haut-parleur sur le G-Flex, j'allais dire il est excellent. Oui, il est excellent. Il est bon. C'est moins bon qu'un Boom Sound, mais il est puissant. La qualité est bonne. Et si vous cumulez ça en fait à l'écran, le grand écran, vous regardez une vidéo de bonne qualité, honnêtement, c'est quand même sympathique. C'est quand même sympa si vous l'écoutez avec le haut-parleur. Après, vous pouvez mettre un casque, etc. Il n'y a pas de souci. Mais le haut-parleur est bon sur ce G-Flex. Voilà. Donc ça vous aidera pour plein de trucs. Hein. Vous savez, voilà, musique, GPS, vidéo, etc., etc. Mais globalement, c'est un bon haut-parleur sur le G-Flex. Ça fait plaisir de tomber là-dessus. Quick Remote, je vous l'ai déjà montré, mais en gros, c'est ce service, vous savez, qui permet de le lier. Vous avez aussi le climatiseur. Ça, c'est bien. Vous pouvez le lier à une télévision, à un décodeur, etc., etc., pour pouvoir ensuite tout contrôler. On l'a aussi chez Samsung, on l'a aussi chez HTC. Donc ça, c'est vraiment, on l'a un peu partout. Quick Theater. Alors, cette application, normalement, il y a une façon de l'activer. J'admets que je ne sais plus comment faire. Il y a un truc. Il y a un truc à faire. Je crois qu'il faut faire... Ah, je vais trouver. Attendez. Je crois savoir. Mais ça même, je sais que même chez LG, ils avaient du mal à faire la démo. Voilà, c'est ça. Ouh. Vous êtes sur l'écran déverrouillé, vous restez à deux doigts et vous ouvrez et vous accédez à un monde de contenu multimédia incroyable. Non, c'est juste un raccourci rapide vers là. Oui, bon, ça c'est quand même pas mal. C'est la galerie, voilà. Ça c'est vos vidéos, ok. Et ça c'est YouTube. Avec une interface YouTube, c'est juste YouTube. Donc c'est pas grand chose, c'est juste un petit gimmick si vous êtes voilà, si vous êtes intéressé. Bon, vous voyez, j'aime bien vous montrer ce genre de truc parce que ça montre à quel point au quotidien, le double tap, bah écoutez, c'est pas si bien que ça, quoi. Donc bref, ce petit mode-là, théâtre, mode de théâtre, radio FM, ok, répertoire, on a vu les tâches, c'est un gestionnaire de tâches tout bête, vidéo, on a déjà jeté un coup d'œil, box, je crois qu'il y a une offre liée à box, je suis pas sûr. Et un autre truc que je voulais montrer, c'est Quick Translator, qui est pas mal. Hop, on va prendre ça. Tac. Je sais pas si ça a marché. Téléchargement en cours. Ok, il télécharge une mise à jour. Anglais, français, soit. Ça c'est bien. Je peux... Oui. Alors attendez. Donc là il y a un mot. Wireless. Voilà. Et il écrit ARG. Ok. Normalement ça marche. Alors attendez. Je vais essayer de le mettre. Non. Ça marche. Normalement. Wireless. Voilà. Wireless. ARG. Non, qu'est-ce qu'il a écrit? Wireless, poste de radio. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Sans fil. Il y a écrit sans fil quelque part? Radio? Communication, sans fil. Bon, voilà. Donc ça c'est pas mal. Ça, je vous montrerai ça plus tard. C'est un accessoire de recharge sans fil qui est pas compatible. D'ailleurs, le G-Flex ça marche pas en sans fil. Bon, voilà, bref, vous avez ce truc-là pour traduire on the go. Visuellement, c'est pas mal. Safety Care, alors ça, c'est un peu particulier. C'est des notifications selon certaines conditions. C'est lié à la sécurité. Par exemple, vous sortez d'une zone, ça va envoyer un SMS à quelqu'un, ce genre de truc. Bon, voilà, c'est si vous estimez que vous avez besoin de ce genre de truc, vous l'avez. Mais ça peut être fait par des applications tierces. Et Smart World, c'est une sélection... c'est une curation. Ça, c'est le terme. J'aime pas ce terme, mais c'est une sélection par LG d'applications qui peuvent aller avec votre appareil à merveille. Je regardais juste un truc, ouais, toi, tu dégages. Donc voilà. Pack de personnalisation aussi, ça peut être intéressant. Vous avez des thèmes, mais vous avez aussi des applications normalement. Ouais, divertissement, jeu, bon. À vous de voir, et je pense qu'on a fait le tour sur la suite logicielle. On va maintenant parler de l'autonomie. Alors c'est un appareil qui a une grosse batterie. Et je l'ai testé pendant quelques jours. Et concrètement, c'est plutôt chouette. Parce que la grosse batterie, elle a quand même... Je sais pas comment ils l'ont... Bon, techniquement, il y a un truc qui a été mis en place qui permet de recharger rapidement. Quand je dis rapidement, c'est 3 heures. Mais pour une batterie de 3500 mAh, c'est quand même bien. Et vous aurez au moins une journée en utilisation régulière, voire potentiellement 2 jours si vous l'utilisez un tout petit peu moins. Et ça, c'est quand même bien. Globalement, c'est l'avis général. Moi, j'ai constaté ça et effectivement, je regardais
à chaque fois pour l'autonomie, je regarde les tests des autres aussi, parce que l'autonomie c'est tellement aléatoire parfois que c'est bien d'avoir un avis général. Et moi j'ai constaté ça, et je suis pas le seul. Donc vous aurez normalement une très très bonne autonomie avec ce terminal. Bon là voilà, c'est la durée du test. Là pour l'instant j'utilise non-stop et ça descend tout doucement. Bon. Mais 3500 mAh, c'est une grosse batterie, et en plus de ça, vous avez une résolution relativement faible par rapport au Snapdragon 800. L'ensemble fait que c'est pas mal. Faudra voir ensuite quand il passera sous KitKat si ça va changer quoi que ce soit. Normalement pas spécialement, mais il faudra voir ce que LG a fait dans sa mise à jour pour juger des performances. Et voilà, il y aura besoin de tester ça. Donc autonomie, bon point. Même si, alors le petit truc, c'est que oui, elle n'est pas amovible. Donc si vous avez un problème avec l'autonomie, avec l'autonomie, avec votre batterie, vous ne pourrez pas la changer. Il y a un autre truc à savoir, c'est que la batterie est en courbe également pour pouvoir permettre ce design. Hein. Mais bon, c'est un détail, mais c'est aussi là aussi une autre innovation techno. Et dernier truc, avant de passer à la conclusion sur ce terminal, les performances. Alors vous avez vu tout au long du test, il tourne très bien. Et honnêtement, c'est un des appareils les plus puissants actuellement sur le marché sous Android. Donc je vais vous montrer les résultats de bench. Ça c'est Antutu, et normalement, alors je crois qu'on est à 30, s'il veut bien se lancer. 35 c'est très élevé, c'est très bien. Et quand on regarde dans le top 20, j'ai l'impression qu'il y a un... Ah non, c'est bon. Ah oui, Submit Scores, pardon. Je l'avais fait pourtant tout à l'heure. Ok, c'est pas grave. Ah, il y a un petit bug avec Antutu. Ah non, c'est là. Excusez-moi. Comment ça se fait tard. Alors, vous le voyez, il est au-dessus du Note 3, qui est quand même le terminal puissant du moment. Bien sûr, il y a d'autres terminaux chinois qui cartonnent aussi, comme le Mi 3 d'ailleurs. Et les Z Ultra, enfin les Z Ultra c'est japonais, mais en gros tous les là il y a que des phablettes quasiment. Non, le top 3 c'est des phablettes parce que c'est des gros appareils avec des gros chipsets qui cartonnent. Et sur ce G-Flex vous avez des excellents scores. Donc là c'est un 35 000. Si je me trompe pas, je crois avoir fait une capture de Quadrant. On est à 20 300, donc ça également c'est très élevé, on ne comparait pas là parce qu'il compare, Quadrant propose pas d'autres. Et là on a Velamo où on l'a juste un poil en dessous du Note 3. Donc en fonction, voilà, mais c'est à peu près pareil que le Note 3. Et effectivement ça c'est un truc que j'ai constaté, c'est que c'est un terminal qui tourne très 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 bien. Si vous voulez un appareil puissant avec un grand écran et consommer du multimédia à foison, ouais, c'est peut-être une bonne solution si vous avez les moyens. Et du coup, je vais passer à ma conclusion. Et puis, je vais d'abord vous lister les points positifs, les points négatifs, et vous dire en gros si ça vaut le coup aujourd'hui de l'acheter. Et ça dépend bien sûr de vos besoins. Alors, point positif, on va commencer par ce qui est cool. Premier truc, 32 Go de mémoire interne, c'est quand même sympa. Ok, on n'a pas de slot micro SD, mais 32 Go c'est quand même bien, même si on tourne à un tout petit peu moins de base. Donc ça c'est un bon point plutôt. La puissance, clairement, c'est un appareil extrêmement performant, un des plus puissants sur le marché actuellement. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Autonomie, malgré la puissance, on a quand même une bonne autonomie, ce qui est quand même chouette. Donc une belle autonomie. On a un bon haut-parleur. Moi, je trouve qu'on a un bon appareil photo et une bonne fonction vidéo. Et on a un design aussi qui est esthétique. On a quand même, il faut le mentionner, un écran qui est joli, est beau. Maintenant, et hop, je passe au point négatif, l'écran, il a quand même de gros soucis au niveau bruit, au niveau impression sur l'écran. Ça, c'est quasiment une catastrophe. Pour moi, c'est rédhibitoire. Honnêtement, j'ai pas envie d'acheter un appareil qui n'est pas terminé techniquement. Mais si vous avez trouvé que ça vous a pas gêné dans cette vidéo, notez toutefois que ce que vous voyez dans la vidéo, c'est pas très marqué par rapport à moi, ce que je vois à l'œil nu. Hein. Attention. Mais si vous trouvez que ça va pas vous gêner, parce que c'est pas non plus ultra gênant, mais c'est juste que c'est frustrant de payer aussi cher pour avoir un appareil avec des problèmes sur l'écran. Mais si vous estimez que ça vous gêne pas, bien, mettez ces éléments de côté là et écoutez juste mes autres points négatifs. Autres points négatifs sont prix. Normalement, je parle pas du prix, mais là, je suis franchement 700 €, 690, voire plus, ça dépend où. C'est extrêmement élevé. Et quand on paye si cher, on a envie d'avoir quelque chose de parfait et c'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est un peu dommage. Version d'Android, bon, on est en 4.2.2, on pourrait être en KitKat, on devrait être en KitKat. C'est dommage.
Ça va dépendre de vous. Moi, personnellement, franchement, ça me dérange pas. Ça gêne pas pour installer des applications. Il y a quand même certaines applications, effectivement, qui tournent mieux sous KitKat ou qui sont pas compatibles avec les versions d'avant, mais il y en a quand même pas tant que ça. On espère qu'il y aura KitKat. KitKat va arriver. On sait pas, je sais pas encore quand. J'ai pas les dates sous les yeux, là. J'admets, mais je suis sûr que ça a été annoncé. Et puis, le dernier point, au-delà de l'encombrement du fait que ce soit un 6 pouces, mais pour moi, vous voyez sur les specs 6 pouces, vous savez ce que vous achetez. C'est comme pour le test du Note 3, c'est comme pour le test du 15-20. Quand vous achetez un phablet, vous savez ce que c'est et vous savez que ce sera encombrant. Là, pour le coup, il y a autre chose. Est-ce que l'aspect en courbe, ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'était nécessaire? C'est une belle démonstration technologique. Est-ce que c'est vraiment utile? Je l'ai un peu expliqué je l'ai même beaucoup expliqué dans toute cette vidéo. Je suis pas persuadé que ce soit intéressant. Le seul truc il y a deux éléments. Le semi-flexible, ça peut être bien pour la résistance éventuellement. Et le côté en courbe, ça peut être bien pour peut-être l'aspect immersion. Mais pour moi, ça vaut pas le sacrifice qu'il y a derrière, qui est que c'est un appareil qui est pas forcément très ergonomique. L'aspect en courbe comme ça, honnêtement, c'est pas terrible. C'est un terminal qui est extrêmement volumineux, plus volumineux que tous les phablets que vous avez vus aujourd'hui sur le marché, parce qu'il prend, je vous ai déjà expliqué, mais 14 mm d'épaisseur au final, en volume total quand vous le mettez dans une poche. C'est très difficile de le trimballer avec vous, finalement vous savez pas où le mettre, quelle poche choisir. Alors les poches intérieures, ok, mais quand vous refermez votre veste, vous allez le sentir, enfin bref. Ça, c'est vraiment un point important. C'est un terminal encombrant. Après, au-delà de ça, oui, il y a le côté à une main, c'est un peu compliqué d'utiliser, même s'il y a des fonctionnalités qui sont intégrées pour faciliter ces usages-là, que vous pouvez utiliser, bien entendu. Mais c'est surtout un appareil à utiliser à deux mains, mais ça fait partie de la base du fait que ce soit un phablet. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter? Moi, je l'achèterai pas. Pourquoi? Moi, je l'achèterai pas parce que je le trouve trop grand. Mais si vous avez besoin d'un appareil 6 pouces, ok, ça mettez-le de côté, mais moi je le trouve trop grand. Vraiment pas facile à utiliser à une main, c'est galère, moi j'aime pas trop ça. Bon, c'est mon avis. L'écran, il est beaucoup trop cher pour moi par rapport à ce qu'on a, même si c'est du très haut de gamme, j'aurais préféré peut-être qu'il soit moins cher et pas en courbe, et puis avec un écran qui marche mieux, du coup, du Full HD, enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça. Ou même le même prix, mais pour du Full HD qui marche, je sais pas, mais même 700 € c'est quand même beaucoup trop cher pour moi. Mais si vous avez les moyens, pourquoi pas. Et puis après, il y a ce côté écran. Et l'écran qui a des soucis, et qui, moi, fait que j'ai pas envie de l'acheter pour ça. Alors après, encore une fois, comme je disais, si ça vous dérange pas, si vous pensez que ça va pas vous déranger, pourquoi pas. Mais ça reste un appareil excessivement cher. Alors au final, si vous êtes prêt à mettre 600 € dans un appareil, moi ce que je dirais, c'est honnêtement... pourquoi pas réfléchir quand même à prendre un Note 3 ou bien regarder du côté de Huawei avec le Mate ou le Mate 2 qui n'est pas encore sorti mais ça devrait pas tarder. Regardez aussi du côté de Windows Phone, pourquoi pas le 15-20. Voilà, si vous cherchez absolument un appareil 6 pouces, c'est peut-être pas celui-là qu'il vous faudra. C'est parce qu'il est très cher et parce qu'il y a il y a plein d'éléments qui sont pas très cohérents. Après, comme je vous disais, le problème de cet appareil, si vous voulez, c'est que je suis très partagé. C'est à la fois, il y a des trucs, j'ai envie de hurler tellement c'est énervant, l'écran, le prix, il y a plein de trucs comme ça qui sont énervants. Et puis à la fois, j'ai envie de dire chapeau, parce que il est puissant, il est autonome, il a un super haut-parleur, un bon appareil photo, et l'écran au final est quand même assez agréable à l'œil. Donc voilà, il faut peser les points positifs, les points négatifs, et voyez en fonction de votre budget et vos besoins. Mais il y a encore une fois, si vous avez besoin d'un smartphone sur Android qui soit manipulable à une main, oubliez les phablettes et oubliez cet appareil. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a eu beaucoup de sujets abordés. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, si vous avez cet appareil que vous voulez rajouter votre grain de sel, n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit commentaire sur YouTube, sur Test Mobile. J'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like, ça me ferait bien plaisir. Et vous abonner à la chaîne de Test Mobile si c'est pas encore le cas pour recevoir tous les tests, les prises en main. On va bientôt partir pour le MWC. Alors, en fonction du moment où vous voyez cette vidéo, on y est sûrement déjà. Mais voilà, il y a pas mal de trucs qu'on envoie sur la chaîne et abonnez-vous, ça peut vous rendre service si vous avez besoin d'informations sur les mobiles. Voilà, allez, à bientôt.